Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Dernier avion solo avant qu'on vous fasse une petite surprise sur nos avis. Yes. On va parler d'un petit poche que j'ai acheté il y a 1 an de Blackwater, tome 1, La Crue. Il est juste Qui est trop dans ma table de chevet depuis 2 ans. Regardez-moi cette petite beauté. Il est superbe. Je l'ai acheté juste pour ça. Il est magnifique. On est d'accord. C'était un peu pour ça aussi. On est dans du fantastique cette fois. Écrit il y a je sais plus combien d'années, dans les années 80, je crois. Et c'est du fantastique. Oui, c'est du fantastique. Parce que je l'ai acheté parce que ça avait l'air un peu mystérieux. Et quand j'ai lu la 4e de couverture, j'étais en mode attends, c'est historico-romanesque ou c'est fantastique? Je t'ai perdu. C'est un mélange un peu de tout ça. Ah, c'est intriguant. cool, parce que j'avais l'espoir que ce soit un peu le cas. Je vous fais le résumé pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ça. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter l'apparition, aussi soudaine que mystérieuse, d'Elinor Damer, jeune femme séduisante, au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille. Et avant même de vous en parler, ça vous fait peur les sagas de plus de X tomes, ici 6 tomes? Parce que je sais que ça fait peur certaines personnes. Mais vous inquiétez pas, hein. Pour une petite saga, c'est 200 pages de tome, ça se fait. C'est pas comme des sagas de 6 fois 1000 pages. Du coup, on est sur de l'intrigue, du mystère et une touche de fantastique. En tout cas dans ce premier tome. Je sais pas si le fantastique va plus ou moins s'agrandir au fil des tomes. On est plongé directement dans l'intrigue et dans le questionnement sur Elinor, donc qu'on voit dans le résumé, avec son arrivée. Puisque clairement, sans vous spoiler, hein, le premier chapitre, on suit Oscar et son homme à tout faire, qui sont sur une barque, vérifient un peu les dégâts dans la ville, parce que la crue est encore là. Ils arrivent à un hôtel, il y a rien, il y a une femme dans une chambre d'hôtel, alors que la crue est là depuis 2 semaines. Comment est-elle arrivée là? Comment elle a survécu? Voilà. C'est et la sa crue femme, de du coup, c'est Paris Elinor. des années 80, là où tout le monde... Non, pas 80, 50. Où tout le monde marchait sur des pontons sur les champs de Mars. Sauf que là, il n'y a pas de ponton. Et du coup, on rentre directement dans le mystère et l'intrigue à ce niveau-là. On n'est pas encore sur du fantastique, on ne sait pas trop. Et au final, on va suivre tout le long du tome l'arrivée d'Elinor, comment elle va s'intégrer dans la ville et surtout dans la famille Casquet, entre Oscar, ses relations du coup avec Oscar, avec Mary Love, avec l'oncle d'Oscar, avec la fille de l'oncle d'Oscar, qu'elle va prendre un peu sous son aile, etc. C'est très... On a l'impression de lire un peu un livre historique par moment, comme tu as pu l'imaginer. C'est l'impression que ça me donnait, surtout par rapport à l'œuvre précédente de l'auteur, je trouve. Qui était un peu plus réaliste, je crois. C'est très probable. J'ai plus le nom de son œuvre, mais oui. Ouais, je suis en train de... C'est pas le... Non, c'est pas les boutons d'or, c'est... Merde. Internet m'aide. Forcément, il me dit Blackwater. Non, merci. Il y a autre chose que Blackwater. Oui, il a écrit d'autres trucs. Bon, c'est pas grave. Le temps que tu trouves. Bon. Ouais. En tout cas, c'est vraiment très la petite vie dans la ville de tout le monde, les relations entre tout le monde pendant, on va dire 90% du livre. Mais entre le début, quelques petits passages au milieu et un final où il se passe des choses vraiment bizarres, là, tu te dis que tu tires un peu sur le fantastique. Ou en tout cas, le mystérieux. Et clairement, la fin, les événements de fin m'ont dit va acheter le tome 2, va lire la suite, je veux savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, je veux comprendre.
Et on va suivre du coup l'histoire de la famille sur une quarantaine d'années, soixantaine d'années je crois, sur les 6 tomes. Du coup, ça me donne vraiment envie de le lire, parce qu'en plus, j'avais acheté les Aiguilles d'Or aussi, qui m'avaient pareil attiré du même auteur par la couverture. Ces éditions sont juste magnifiques. Hein. Ouais, elles sont incroyables. D'ailleurs, le livre dont j'avais parlé, qui était Lovecraftien sur la pêche, dont j'ai perdu le nom. Oui, c'est la même type d'édition. Exactement, ouais. Et le nouveau bouquin qu'il a fait, c'est pareil. La maison qui a plein de fenêtres, ça s'appelle. Et du coup, c'est pareil, c'est la même édition et elles sont superbes, ces éditions. Oui, donc on confirme bien 40 ans. On commence dans les années 20, on finit dans les années 60. Donc, pour résumer, si vous avez envie d'un peu d'historique, un peu de fantastique, si vous n'avez jamais osé vous lancer dans le fantastique, ça peut être un très bon point d'entrée, sachant que les tomes font 250 pages à tout casser, donc une toute petite saga, et que c'est ultra prenant, parce que je l'ai bouffé en une seule journée. Ah ouais? Ouais. Après, 200 pages, c'est pas écrit ultra petit non plus. Ça se lit vite. Oui. Bah, c'est comme God Killer, c'est à peu près le même format, quoi. Et je suis en train de le lire vite, là. J'en suis à ma 4e lecture dans le train, je suis aux 3/4. Donc oui, ça se lit vite. Ça. Voilà, je vous le conseille. Et du coup, si tu l'as sur ta table de nuit, je te conseille de te lancer dessus dans pas longtemps. Et bah ouais, parce que du coup, je doutais, parce que j'avais peur au final que je l'avais acheté sur un coup de tête et je me disais, merde, c'est peut-être un peu trop terre à terre pour mon style de lecture. Et au final, tu as titillé ma curiosité. Je l'avais aussi acheté sur un coup de tête, donc clairement... Ouais, j'ai bien envie de le tenter, du coup. Vas-y, fonce. Ouais. Et les Aiguilles d'Or, du coup, je crois que c'est un one-shot, d'ailleurs. Ok. Alors, ne parlons pas de table de nuit qui contient énormément de bouquins. J'en ai vu une ce week-end. La table de nuit était remplie de livres. Je ne dirais pas la casser. Table de nuit a combien de bouquins? Alors, depuis que j'ai racheté des bibliothèques, ma table de nuit n'a quasiment plus de bouquins. Avant que j'achète ma bibliothèque, je ne pouvais plus rien mettre dans ma table de nuit parce que c'était mon stockage de secours. donc voilà. J'en étais à 7 bouquins. Je devais avoir peut-être 15 bouquins dedans, sachant que j'avais tout Lovecraft, donc tout l'appel de Cthulhu. Donc j'ai 4 bouquins monstrueux de 300 pages format A4. Enfin, j'ai plus de place. Ouais. J'avais même plus la place de mettre mon chargeur de téléphone. Oui, Loïc, je suis d'accord, Screaming Enigma. La table de nuit est une pile de bouquins. En vrai, ça fait une bonne table de Laura. En plus, il parle pas depuis qu'il est dans le chat, lui, mais il fait ta question. Oui, mais la bibliothèque se remplit très vite. C'est ta faute, là, avec Assassin's Creed, là. Ça prend une place de fou, ton truc. Ça prend tellement de la place que tu squattes ma bibliothèque avec.